lutte contre la pauvreté, en dépit de la contrariété impitoyable des relations internationales, ainsi que des conséquences néfastes des changements climatiques. Cependant, le fléau de l'insécurité provoqué par les cohortes de terroristes, de groupes armés, de mercenaires et de criminels de tous bords met à mal la stabilité institutionnelle de nos jeunes démocraties et annihile les efforts de nombreux dirigeants africains pour développer leur pays. En effet, si la lutte contre Daesh a remporté de victoires incontestables au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, en Afrique par contre, l'AQMI et autres groupes affiliés à Daesh gagnent du terrain chaque jour davantage. Le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Burkina Faso subissent régulièrement les attaques meurtrières de Daesh et des djihadistes de Boko Haram. Depuis 2017, le nord-est du Mozambique est victime d'attaques armées récurrentes des salafistes djihadistes de Ansar al-Sunna qui ont déjà causé au moins 2600 morts. L'intégrisme islamiste a atteint l'est de la République démocratique du Congo qui en paye un lourd tribut dans les provinces de l'Ituri, du nord Kivu, du sud Kivu et du Maniema. Des djihadistes qui y opèrent sous le couvert du FDLR et du mouvement Allied Democratic Forces, Madina at Tawed al-Mujahideen, en abrégé ADF-MTM, tuent mes compatriotes et pillent massivement les produits miniers et agricoles de mon pays. En avril dernier, des terroristes et des mercenaires venus de la Libye ont plongé l'Afrique dans une profonde tristesse en lui arrachant brutalement l'un de ses grands dirigeants, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, lâchement abattu au front pour défendre la souveraineté de son peuple et la vie de ses concitoyens. Du haut de cette tribune des Nations Unies, je salue, au nom du peuple congolais, la bravoure et l'engagement de cette figure historique pour protéger l'Afrique contre le terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, l'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international, raison pour laquelle certains dirigeants africains, comme ceux du G5 Sahel, se sont organisés pour mutualiser leurs forces contre cet ennemi commun. Pour traduire la volonté et la détermination farouche du peuple congolais et de ses dirigeants de participer activement à l'éradication du terrorisme qui non seulement détruit les nations et compromet l'avenir de la démocratie dans le monde, mais aussi étend de plus en plus ses tentacules en Afrique, la République démocratique du Congo a adhéré à la coalition mondiale contre le terrorisme comme 80e membre. Mon pays se félicite de la décision prise par la réunion de la coalition tenue à Rome le 28 juin dernier de créer en son sein un groupe de travail sur le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, l'article 1er, point 1 du chapitre 1er de la Charte des Nations Unies dispose clairement que l'un des buts de la création de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. De nos jours, la paix et la sécurité internationale sont largement critères de la stabilité interne des États. C'est pourquoi, lorsque les États africains sont déstabilisés ou menacés de déstabilisation, notamment par le terrorisme, l'ONU a le devoir, dans leur combat héroïque pour le bien-être de l'humanité, au-delà des déclarations de compassion et d'intention, peu suivies des faits sur le terrain. Si la communauté des nations minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique,
si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Aussi, la République démocratique du Congo soutient la mise en œuvre d'une stratégie mondiale contre le terrorisme sur les piliers ci-après. L'adoption des politiques sécuritaires concertées, le renforcement des moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources et l'échange d'informations sécuritaires, le respect des droits de l'homme et la prévention. Dans le cadre de la prévention, justement, il est essentiel de souligner qu'en sus du traitement sécuritaire impliquant les services d'intelligence et d'action, nous devons promouvoir le traitement socio-économique en amont, centré sur l'éducation, l'emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté pour extirper durablement le terrorisme de nos sociétés. Tant que les injustices et les inégalités entre les nations et les individus persisteront dans le monde, le terrorisme trouvera toujours un terreau fertile pour son émergence et sa propagation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, les peuples africains et leurs dirigeants sont suffisamment conscients de ce que le développement de leur continent relève de leurs responsabilités exclusives et dépend de l'intégration de leurs pays respectifs dans une zone de libre-échange. Celle-ci devra en effet favoriser les mouvements des personnes et des biens, ainsi que la complémentarité des intelligences, des énergies et des projets. La création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf en sigle, procède de cette prise de conscience de la volonté des Africains de consolider leur indépendance économique et d'un impératif de développement de l'Afrique dans un monde où les pauvres n'ont droit qu'à la commisération et au mépris. Réussir la ZLECAf, c'est-à-dire la rendre effective et la transformer en un vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs, devient aussi un enjeu et un défi majeur, aussi bien pour les dirigeants que pour les élites africaines au cours de ce XXIe siècle. En République démocratique du Congo, nous sommes convaincus que l'Afrique gagnera cet enjeu et relèvera ce défi puisqu'elle en a les moyens et la détermination. Les principaux instruments de cette grande ambition d'intégration africaine sont notamment la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063, la conclusion des partenariats entre les États africains, la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires, la diversification et l'industrialisation des économies nationales, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'aux problèmes africains, il y ait des réponses africaines. C'est sur base de cette option de la charte de l'ONU et du principe de subsidiarité que depuis mon accession à la présidence en exercice de l'Union africaine, je m'emploie à faciliter le règlement du différend qui divise l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'opérationnalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopien, construit par cette dernière sur le Nil bleu. À cet effet, j'ai pris des initiatives suivantes. L'organisation de négociations de Kinshasa en avril dernier et les consultations directes avec les plus hautes autorités des 3 pays par moi-même lors de ma tournée diplomatique du mois de juin dans leurs capitales respectives.
Cette démarche a permis d'identifier les quelques points qui nécessitent encore une harmonisation entre les parties pour conclure un accord juste et contraignant, prenant en compte les intérêts de chacune d'elles et favorisant un climat de confiance mutuelle indispensable pour que ce grand barrage devienne un instrument d'intégration économique régionale et de solidarité entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ces points ont été communiqués aux trois pays et dans un proche avenir, les discussions vont reprendre. Je demeure confiant, car non seulement les dirigeants des trois pays sont déterminés à régler leurs différends par le dialogue dans le cadre de l'Union africaine, mais aussi ils ne cessent de renouveler leur confiance en la facilitation de l'Union. Je saisis cette opportunité pour les en remercier et rassurer les observateurs ainsi que tout État ou institution accepté par les parties que leur accompagnement sera le bienvenu. Monsieur le Président, ces derniers temps, des crises politiques ont éclaté dans quelques États en Afrique. Ces crises ne peuvent pas occulter les énormes progrès accomplis par la majorité des pays africains en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Je voudrais rassurer la communauté des nations que le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique. Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d'un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre. Les peuples africains ne toléreront plus de régime militaire ou autocratique. C'est ainsi que le peuple congolais poursuit sa noble et exaltante lutte contre la dictature, l'autocratie et les antivaleurs qui structurent encore notre agir. Dans ce cadre, dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entrepris des actions et des réformes politiques et économiques profondes. Je me suis farouchement opposé à toute velléité de perpétuer le règne des antivaleurs fondées sur la prédation et les violations des droits humains, ce qui a conduit aux ajustements institutionnels de décembre 2020 et du premier trimestre 2021, à la grande satisfaction de mes compatriotes qui n'ont jamais cessé de réclamer le changement radical de la gouvernance de notre pays. Au plan économique, la République démocratique du Congo est entrée en programme avec le Fonds monétaire international au mois de juin dernier et bénéficie de l'assistance de la Banque mondiale pour réaliser de grands projets sociaux et des infrastructures de base. À la faveur de la mise en œuvre de réformes courageuses, la croissance économique s'est accélérée pour dépasser les 5% l'an, l'inflation s'est décélérée et la monnaie nationale, le franc congolais, s'est stabilisée sur le marché des changes. Puisque l'amélioration des recettes internes est une de nos priorités et le gouvernement de la République démocratique du Congo conduit, depuis mon avènement à la tête du pays, une politique rigoureuse de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics et l'impunité. Les résultats sont déjà perceptibles avec l'augmentation substantielle de recettes depuis le second trimestre de cette année. Par ailleurs, nous ne cessons de sillonner l'Afrique et le monde pour réchauffer la coopération multilatérale et bilatérale et inviter les investisseurs en République démocratique du Congo afin de créer des richesses et des emplois en faveur de notre jeunesse. Aussi, le gouvernement de la République a-t-il déjà conclu des accords de partenariat avec plusieurs pays et groupes d'investisseurs privés. Nous sommes déterminés à raffermir davantage ce retour de la confiance en notre pays. Cependant, une lourde hypothèque pèse sur ces acquis encourageants et risque d'entraver la marche victorieuse du peuple congolais vers son bien-être. C'est l'insécurité au nord-est de la République démocratique du Congo, en proie depuis 2 décennies à des attaques meurtrières et aux razzias récurrentes d'une multitude de groupes armés
au sein desquels se trouvent des terroristes islamistes. Il n'est un secret pour personne que ces attaques ont causé des milliers de morts et de déplacés, des viols de femmes et des violations massives des droits de l'homme. Face à la persistance de ce cancer qui mine le pays au nord-est et aux difficultés rencontrées par les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo, sur le théâtre des opérations, j'ai décidé de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans une région stratégique de la République démocratique du Congo. En vertu de ce régime constitutionnel d'exception, les forces armées de la République assument la totalité de la responsabilité de la gestion administrative et sécuritaire des provinces concernées, en même temps qu'elles mènent des opérations militaires. Grâce à l'état de siège, des avancées importantes ont été réalisées, notamment la neutralisation de plusieurs centaines de miliciens, les redditions de nombreux éléments de ces groupes armés, la récupération d'armes et de munitions par les forces armées de la République, le démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicites d'armes, de munitions, de minerais et de ravitaillement des groupes armés en produits divers. La récupération de nombreuses localités de l'Est du pays qui étaient jadis occupées par des rebelles, la libération de nombreux otages autrefois détenus par les groupes armés, dont les ADF, la réouverture de certains axes routiers importants qui étaient jadis sous le contrôle des forces négatives et la réduction sensible des incursions contre la population civile. Ces résultats constituent une opportunité à capitaliser en nous mobilisant tous, communauté internationale, dirigeants et peuples congolais, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec le cycle infernal de la violence imposée par les forces négatives qui écument le nord-est de la République démocratique du Congo, et de consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République démocratique du Congo maintient et amplifie la pression sur les groupes armés et leurs complices, et que l'état de siège ne sera levé que quand les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. En outre, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU, imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation d'effets militaires par le gouvernement de mon pays ou toute prestation d'assistance, conseil ou formation liée aux activités militaires des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo soit levée. Et ce, d'autant plus que le gouvernement a la mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Des sanctions sévères et exemplaires soient prises contre tous les réseaux mafieux, qu'il s'agisse de pays de transit ou de destination, ou encore contre les multinationales qui exploitent illégalement les minerais de mon pays et alimentent en échange les groupes armés en armes et munitions, pérennisant ainsi le conflit en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le retrait de la MONUSCO soit progressif, responsable et ordonné conformément à la résolution 2556-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, en application de cette résolution, un comité conjoint République démocratique du Congo, MONUSCO, élargi à d'autres agences des Nations Unies et à la société civile, a été constitué pour définir la stratégie à élaborer la résolution précitée. Il s'agit de s'assurer que les troupes y déployées
ait les capacités et les moyens requis, y compris la formation nécessaire répondant aux exigences de la réalité sur terrain et de la guerre asymétrique que mènent actuellement les groupes armés et les terroristes, dont l'existence en République démocratique du Congo ne peut être contestée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs au monde, sans la sécurité et la paix durable, rien ne peut se construire. La sécurité et la paix sont des conditions sine qua non du progrès des nations. Le peuple congolais en a besoin pour sa prospérité et la construction de sa démocratie encore fragile. C'est pourquoi je consacre toute mon énergie et attache le plus grand intérêt à la fin de l'insécurité, des massacres et des pillages, et à l'instauration d'une paix durable dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, ce qui contribuera davantage à l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles prévues en 2023. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations Unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement, contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Au nom du peuple congolais, je souhaite plein succès aux travaux de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie.